Salut à tous mes chers petits camarades. Il y a 100 ans a eu lieu la révolution qui a inspiré le nom de cette chaîne. Une chaîne où on aime parler de sujets culturels et de société au travers de la pop culture. Alors pour terminer ce mois spécial, on vous offre rien de moins que le film le plus bolchevique de tous les temps. Il est facile de trouver l'effervescence révolutionnaire dans de grandes œuvres du cinéma soviétique, ou une vision prolo dans la filmographie de cinéastes engagés comme ce bon vieux Ken Loach. Mais elles sont aussi en filigrane dans la pop culture, de la patine ouvrière d'un Alien à la charge ultra bourrine d'un Invasion Los Angeles, ou même les leçons de solidarité au-delà des appartenances identitaires d'un petit dinosaure. Du cinéma de genre bien vénère, ou plus ou moins consciemment dans quelques blockbusters, l'étincelle peut se nicher dans les moindres recoins de cette culture, à condition de lui donner du sens et de se la réapproprier. Ce qui n'est pas si étonnant au final, puisqu'elle est par essence populaire et commune, bien que produite par le système en place. Alors quel film pourrait être une œuvre mainstream majeure pour les petits et les grands, sortie des contradictions d'une énorme machine à rêve capitaliste en portant des conceptions et des passions au potentiel révolutionnaire? Sorti en 2008, Wall-E est un des films les plus emblématiques de Pixar sous l'égide de Disney. Réalisé par Andrew Stanton, une des pointures du studio, une bonne partie du public et des critiques y voient un de leurs meilleurs films, ce qui n'est pas peu dire pour ce studio. Ici n'est pas le lieu d'analyser sa maestria visuelle, narrative et purement cinématographique, tout en gardant bien en tête que c'est elle qui porte le sens du film. Si vous n'avez pas vu Wall-E, arrêtez cette vidéo et jetez-vous dessus. Déjà parce que ça va divulgacher à fond, et surtout parce que vous avez pas vu Wall-E, respectez-vous. Maintenant, checkons comment un des plus gros blockbusters d'animation coche absolument toutes nos cases. Commençons donc par l'écologie. Oui, alors ça, bon, évidemment, à sa sortie, le film a été décrit, redécrit, salué, vendu et survendu comme une fable écologique. Un terme facile que les critiques peu ambitieux sortiront en mode pilote automatique dès qu'une œuvre montre 3 plantes et des gros tas de poubelles. Une façon sans doute de se rassurer, de se dire qu'on est conscient et pas totalement impuissant. La preuve, on en fait des films. Rien de bien nouveau sous le soleil de la bonne conscience écolo. Alors attends, on va plutôt parler de l'écologie politique. Cantonner Wall-E a une fort belle carte postale pour le recyclage, c'est le privé de toute sa vraie puissance écologiste. Constater le mur environnemental qu'on va se manger à vitesse supraluminique est une chose à peu près généralement acquise, mais affirmer qu'il faut en tirer des conséquences politiques, c'est un peu plus notable. Ah oui, alors là, non, hein, quand même pas, ouh là là, on veut bien faire des efforts, mais faut pas pousser mémé dans les brancards. Eh bien, Wall-E ne se cache pas derrière son petit doigt métallique, malgré son statut de blockbuster, et admet la vérité qui fait bien mal au derche. Trier ses déchets ne nous sauvera pas, culpabiliser les individus encore moins, c'est tout un système qu'il faut changer. Si la planète est devenue inhabitable, c'est justement parce que les humains n'ont pas voulu remettre en cause leur système économique, se contentant de discours rassurants de gouvernements acquis aux intérêts des grands groupes, on y revient pas plus tard que juste après, et de mettre en place des programmes tout pourris pour faire mine de nettoyer leurs conneries, aller faire l'autruche dans l'espace et repousser au calendrier grec toute tentative de faire face aux problèmes, pour surtout ne pas renoncer à leur mode de vie. Ce qui nous amène directement au prochain point, les intérêts privés. Question gouvernance assujettie aux grands intérêts privés, Wall-E est très clair dans sa symbolique, niveau monde diplôme pour les enfants. Le porte-parole, visible dans les hologrammes datant d'avant l'apocalypse, s'exprime dans un copier-coller des allocutions présidentielles ricaines. Sauf que là, on peut jouer au jeu des 7 différences. En fait, il ne s'agit pas du POTUS, mais du PDG de By and Large, l'énorme multinationale du film, ce qui s'inscrit tout simplement dans la tradition du cyberpunk, SF habituellement plutôt réservé aux adultes et où les grandes corporations dirigent souvent le monde, les intérêts privés définitivement indissociables du pouvoir politique. Chose qui continue bien évidemment dans le vaisseau par la suite, vaisseau entièrement géré par la compagnie. Une compagnie qui est au moins en grande partie responsable de la catastrophe, et qui vend sans trembler des genoux son échappatoire et sa solution toute pourrie. Un peu comme Veolia qui balance d'une main des produits toxiques dans les rivières, d'une autre subventionne des programmes écolos, et finance la fondation du ministre de l'écologie d'encore une autre. Mais ils ont combien de bras, Veolia? Personne ne sait vraiment. Ouais bon, on va plutôt passer à la culture dominante.
Comme vous le savez sans doute, on a la chance de vivre dans de superbes démocraties modernes et pas dans des dictatures totalitaires de gros ringards. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Nos sociétés pluralistes ne se rabaisseraient donc pas à faire de la grossière propagande pour le système en place comme de vulgaires nord-coréens. Après tout, quelle forme pourrait bien prendre une telle propagande dans un système capitaliste de la liberté d'entreprendre et de consommer comme on veut, tellement on est libre et non faussé de partout? Car oui, le totalitarisme, c'est toujours les sociétés des autres, mais pas pour Wall-E qui montre justement ce qui nous paraît tellement omniprésent et quotidien dans nos sociétés, comme une propagande pour les bienfaits d'un système, à travers les injonctions de la pub, de la consommation et des modes. Bref, les mêmes méthodes que partout ailleurs, simplement appliquées à une autre société et à d'autres intérêts dominants. Une hégémonie culturelle telle que nous ne la voyons plus comme une autre forme d'idéologie. Wall-E semble ainsi rappeler que l'idéologie dominante est bien celle de la classe dominante. Attends, mais ça c'est de... Chut, pas de Marx. Ok, mais on peut quand même parler des classes. Ah ben oui, si le film est pas prolo, c'est éliminatoire. Du coup, c'est quoi les classes dans Wall-E ? Si vous suivez bien le début du film, notamment les indications sur ce qui s'est passé au moment de l'abandon de la planète, vous remarquerez quelques petites choses. Tous ces déchets, ça vous dépasse? Il y a beaucoup de place tout là-haut dans l'espace. L'Axiom, un vaisseau cosmique de luxe qui vous emmènera au paradis. Les humains rescapés seraient donc une classe privilégiée, d'autant qu'il reste encore une classe à exploiter, les robots. L'humanité, ici, c'est un groupe oisif qui vit exclusivement sur les richesses et services produits par ces petites machines qu'ils possèdent et qui sont tenus de faire ce qu'on leur dit. Une classe ouvrière et une classe de propriétaires réduits à leur plus simple représentation. Oui, enfin, ça n'a échappé à personne que c'est la société de consommation qui est visée par le film. Genre, avec une très grosse cible qui clignote. Et bien sûr, la société de consommation, ça concerne pas que la bourgeoisie. C'est tout le mode de vie occidental qui est attaqué. Ouais, du coup, on pourrait aussi voir les robots comme les petits ouvriers sous-payés du reste du monde qui nous fabriquent des Nike et minent les composants des smartphones. En plus, les robots, ils se rebellent pas contre les humains, ils se rebellent avec eux. Eux aussi, ils doivent s'émanciper et ils sont aliénés par cette société qu'ils ne contrôlent pas. Encore une fois, inutile de chercher ici une bonne grosse métaphore bien précise. Le monde de Wall-E fait écho à des problématiques multiples et transversales, pertinents sur moult sujets, ce qui en fait toute la richesse et la puissance évocatrice. On peut avoir en nous à la fois ce petit robot exploité, tout comme ce consommateur occidental irresponsable. Et oui, ce sont des schémas multiples, complexes, qui dépassent et traversent les individus. Ce qui nous amène à une autre idée. Le système. Dans Wall-E, il n'y a pas réellement de méchants mal intentionnés. Le film évite en effet la facilité de s'en prendre à quelques individus qui font le mal, parce qu'ils sont méchants. C'est bien une situation qui est problématique et tout un système à combattre. Système incarné par une IA chargée de le préserver, traversant les générations et les décideurs. Je vous demande d'outrepasser la directive numéro A113. Contrôle total au pilote automatique. Prenez le contrôle de tout. Pas une IA foncièrement maléfique, mais qui fait juste son taf, puisqu'au final, ce système a été mis en place par les humains eux-mêmes, sans qu'ils se rendent compte que c'est eux qui le servent et non l'inverse, que c'est lui qui les contrôle et non l'inverse, et qui survit sur des illusions qui nous arrangent plus ou moins. Otto, tu aurais dû me réveiller pour les annonces matinales. C'est ma tâche la plus importante sur ce vaisseau. Devenu tellement autonome qu'il défendra le statu quo avec violence si nécessaire, comme un système immunitaire, une fois l'illusion de liberté et de choix tombée, aussi soumis à la contingence que le reste des protagonistes. D'où le point suivant. L'aliénation. Wall-E, c'est un petit peu le prolo ultime. Sa vie se résume à la tâche répétitive qui rythme son quotidien, à savoir nettoyer les saloperies laissées par l'humanité. Tâche censée être accomplie par une myriade d'autres petits robots du même modèle, mais qui, dans le film, ont depuis bien longtemps cessé de fonctionner. Wall-E, pourtant, continue, vainement. Ce qu'il fait mécaniquement ne sert à rien et il ne sait pas pourquoi il le fait, totalement déconnecté qu'il est du but de son travail, la définition même de l'aliénation. Le début du film, totalement muet, rappelle les temps modernes de Chaplin et constitue sans doute avec lui l'une des meilleures représentations de l'aliénation au cinéma. Tous les jours, il se lève, il prend son petit-déj, il rejoint son boulot dénué de sens, puis rentre à la maison. Comme un robot, quoi. Ou comme un prolo.
Sauf que Wall-E, contrairement à ses petits congénères, semble survivre en conservant des échappatoires. Il a autre chose que son travail. Il a une sociabilité avec son copain le petit cafard, il a sans le revendiquer une vie culturelle avec les films qu'il regarde, et il arrive même à tirer un épanouissement personnel en se réappropriant partiellement sa tâche pour collecter des objets qu'il semble investir d'un sens. Pas d'une fonction utilitaire, qu'en général il ne comprend même pas, non d'un sens. En bref, quand il rentre chez lui après sa journée de travail, Wall-E a une vie hors de l'aliénation. Ce qui va de pair avec l'émancipation. On l'a dit, ici tous les protagonistes sont aliénés, des humains aux robots, et tout le film raconte leur émancipation. L'un des fils rouges, en écho avec les petits trésors de Wall-E, c'est le rapport aux petites choses, aux plaisirs, aux passions, aux interactions sociales, à l'humanité. Finalement, les robots ne sont pas moins humains que les hommes et vice-versa. C'est le travail et la consommation aliénés qui les déshumanisent tous. Le film y oppose l'amour, l'amitié, la danse, la solidarité, l'empathie, la culture populaire, le partage. Bref, tout ce qui a du sens, tout autant de raisons et de façons de sortir de notre condition. Définir bal populaire. Bal populaire. Une réunion sociale au cours de laquelle les gens dansent avec entrain. Autre exemple, Eve, elle aussi, ne vit que pour une mission. C'est le premier truc dont il parle d'ailleurs. Mission ? Sauf que Eve donne un sens à sa mission, supérieure aux tâches qu'on lui confie au point de refuser les ordres. Elle sait pourquoi elle fait ça. Dans le cas du petit balayeur du vaisseau, c'est la contradiction qui va l'amener à s'en émanciper. Parce qu'il doit bien sagement suivre les lignes avant que Wall-E n'arrive et foute la merde partout. Du coup, comment il fait le petit balayeur ? Il doit suivre les lignes, mais il doit nettoyer et il y a de la saleté hors des lignes, ce qui n'est pas censé arriver. Assez ironiquement, c'est donc une contradiction qui l'oblige à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû être amené à faire, un choix. C'est valable pour la plupart des robots, il y a même un court-métrage entièrement consacré à ça. Et là, on en arrive à la subversion. La dynamique entre Wall-E et Eve est extrêmement intéressante sur comment il montre deux façons de subvertir cette société. Avec un angle féministe, Eve est bien plus une révolutionnaire que Wall-E. Elle a clairement le lead et la volonté de changer les choses, de mettre à bas ce système. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait, et elle est d'ailleurs très vite fichée comme une dangereuse terroriste. Lui, en fait, il voudrait plutôt juste se tirer avec elle. Wall-E, lui, est subversif involontairement, dans sa simple façon d'être, à la manière de Gaston Lagaffe. Il est tellement inadapté au système qu'il fout le bordel juste en étant lui, comme une petite étincelle qui embrase sans le vouloir la plaine, en faisant dérailler les sages petits nettoyeurs et montrant d'autres possibles aux humains abrutis. Je ne savais pas que nous avions une piscine. Et ce, du simple fait qu'il accorde de l'importance à des choses hors de sa tâche, et ce qu'il est prêt à faire pour s'y accrocher. La société est incapable de le cantonner à son rôle. D'ailleurs, la révolte dans le film, elle part des robots inadaptés et mis au rebut. Elle part des marges qui enclenchent la révolution. Parce que ce que montre le film, ce sont des gens qui mettent à bas un système entier, et pas juste un méchant qui se trouverait être un mauvais dirigeant. Parce qu'il montre la convergence de tous les secteurs contre ce système et pas un sauveur. Les robots exploités, les inadaptés jetés au banc, les humains extirpés des injonctions de consommation et même un dirigeant qui se rend compte qu'il n'est absolument pas à la barre et qui redescend de son piédestal. Un moment où ceux d'en haut ne peuvent plus, où ceux d'en bas ne veulent plus et où ceux du milieu rejoignent ceux d'en bas. Une révolution, quoi, sciemment mise en scène par Pixar, studio dont on connaît l'importance accordée aux détails et aux symboles, des combis des humains devenant rouges lorsqu'ils se libèrent, en passant par l'allégorie de se tenir enfin debout, et même l'usage de la violence contre celle que ne manquera pas d'employer le système s'il se sent en danger. Bah oui, dans Wall-E, il se tape avec les flics et casse des trucs, mais c'est cartoony et rigolo drôle, donc ça passe, hein. Ce qui nous amène au dernier point. La révolution, oui, mais permanente. Parce qu'il ne manquait qu'une seule case à cocher pour le titre de film le plus bolchevique de tous les temps. Il prend à bras le corps l'élément qui va faire la différence entre un simple film contestataire et le stade ultime du film révolutionnaire pop, l'après. À la fin du film, on voit humains et robots revenir sur Terre, on pleure un bon coup comme dans tout bon Pixar, puis le générique nous montre le monde qu'il décide de se construire. Et sa définition découle totalement de tout ce qu'on a vu avant.
Il aura la forme de la révolution à laquelle on vient d'assister. Un monde forcément écolo, où les tâches sont partagées de manière consentie, y compris entre robots et humains, sans être attribuées par une IA et dans des buts voulus par tout un chacun. Le travail et la consommation cessent d'être aliénés. On va planter des pizzas parce qu'on veut des pizzas. Les enfants, vous allez faire pousser toutes sortes de plantes. Des légumes, des pizzas. Bon, il risque vite de se rendre compte que c'est pas aussi simple, hein. Les pizzas, ça pousse pas dans le sol. C'est normal, c'est l'effervescence révolutionnaire, tout paraît possible, c'est l'utopie. Il leur reste juste à trouver comment l'appliquer, comment faire concrètement des pizzas. En creusant un peu un film comme Wall-E, on peut y trouver des petits trésors de concepts à faire rougir les livres les plus révolutionnaires. Une idée vieille comme le monde est celle de se libérer du travail aliéné pour se livrer à de plus belles occupations. Ça va des citoyens grecs laissant tous ces sales boulots avilissants aux esclaves et aux marchands, comme les humains refilent la sale besogne aux robots. I need to go be a slave now. We should do something. When do you get off? Never. Oh yeah, of course. On retrouve ça chez Voltaire avec des machines laissant tout le temps aux hommes de s'élever, jusque dans les débats actuels sur l'automatisation qui nous poussent à remettre en cause notre rapport au travail. Sauf que dans Wall-E, c'est la version anti-utopique. Déjà là, les robots, ils sont montrés comme des gens, intelligents, sensibles et même trop mignons. L'idéal de ces citoyens, il se fait sur le dos d'une exploitation bien injuste, pas comme si c'était juste des outils qui bougent tout seuls. Et puis se libérer du travail, traditionnellement, c'est pour pouvoir cultiver l'art, la politique, les œuvres de l'esprit en général. Pas moisir dans un fauteuil en débranchant le cerveau et en bouffant tout ce qu'on te dit de bouffer, préserver notre bonne grosse société de consommation. On pourrait presque voir Wall-E comme la version gros budget et avec des robots trop choupis du droit à la paresse, écrit en 1883 par Paul Lafargue, penseur révolutionnaire et accessoirement gendre de Marx, contre la propension des mouvements ouvriers à sacraliser le travail qui les écrase. De ce pamphlet de référence, on retrouve presque tout dans Wall-E. L'idée que le travail aliène et qu'on ne peut s'en émanciper que collectivement, de manière partagée et consentie. Sa description, sous forme de caricature un brin moqueuse d'une bourgeoisie oisive qui s'engraisse, tout aussi abrutie par le système et qui ferait mieux de se lever de leur fauteuil pour venir participer avec les autres, rappelle forcément nos petites paupiettes d'humains du futur. Et leurs robots, cette classe de servants qui seraient bien plus heureux et utiles à faire autre chose que tout faire à leur place. Cette affirmation que tout le monde finalement y gagnerait pourrait créer et redonner du sens à notre façon de voir le travail. Et surtout cette apologie des petites choses, des belles facettes, parfois simples de la vie, des œuvres de l'esprit, des sentiments et d'un rapport retrouvé aux autres qui donne un souffle si poétique au film et qui ressemble à s'y méprendre à cet éloge de la vie qui sous-tend tout le propos du droit à la paresse. Bien entendu, comme on l'a déjà dit pour d'autres films, tous ces éléments ne sont pas forcément volontaires de la part des auteurs. Beaucoup relèvent de la simple utilisation de symboles forts, et il serait ridicule de penser que Lasseter ou Stanton font de l'entrisme chez Mickey pour le complot Lafargo-bolchevique, bien que nombre de conservateurs américains ne s'y sont pas trompés, et ont tiré à boulet rouge sur ce film qui allait peut-être un peu plus loin que d'habitude. Disney est bien sûr une des plus pures institutions du grand spectacle capitaliste, mais il serait tout autant ridicule de penser qu'ils sont un organe de propagande prêt à censurer tout ce qui n'irait pas dans le sens du système dont ils bénéficient. Comme on dit, le capitalisme vendrait la corde pour le pendre, surtout s'il peut en faire un jouet trop choupi. Notre système est pétri de contradictions et Disney, comme Pixar, dont les valeurs sont manifestement différentes, ou les autres grands pourvoyeurs de divertissement grand public, sont animés par ces contradictions. À nous donc de les faire vivre, de nous en emparer et de trouver dans notre pop culture les étincelles qui l'embraseront. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Wall-E!